vous accueillir ce soir pour, dans cet auditoire presque frais, dans le cadre de notre cycle de conférences des jeudis soirs du RHNE, ici sur notre site de Portales. La conférence de ce soir est consacrée aux troubles du sommeil, les apnées obstructives, les insomnies, les désordres du rythme veille-sommeil, les syndromes des jambes sans repos, les parasomnies ou encore les hypersomnies. Tous ces troubles du sommeil concernent à l'heure actuelle un individu sur 3 en Suisse, selon l'Observatoire suisse de la santé. La médecine du sommeil est une discipline jeune, ce qui fait que les gens se sentent enfin peut-être légitimes à venir parler de leurs troubles. Et ceci est d'autant plus vrai que la pandémie de Covid-19 a exacerbé les troubles veille-sommeil. Et on parle aussi maintenant davantage des apnées obstructives du sommeil qui augmentent les risques cardiovasculaires. Je suis très intéressé à cette conférence ce soir parce que je ne vous cache pas que parfois, j'ai des nuits qui sont un peu compliquées. Donc, comment prendre en charge ce problème de santé publique? Quels sont les atouts de la prise en charge multidisciplinaire mise en place par le RHNE en partenariat avec le Centre neuchâtelois de psychiatrie? OK. Quels sont les principaux symptômes des troubles du sommeil? Les spécialistes de la médecine du sommeil vont traiter de toutes ces questions dans le détail ce soir. Donc, je vais ensuite laisser la parole aux 3 intervenantes qui vont nous parler de tout ça ce soir. Donc, la doctoresse Sandra van den Broek, pneumologue et somnologue au sein du RHNE. La doctoresse Giannina Luca, psychiatre, psychothérapeute et somnologue au sein du CNP et de l'RHNE. Ainsi que Madame Elisabeth Eskioglu, qui est neurologue au sein du RHNE. Voilà, au terme de leur présentation, il y aura, comme d'habitude, une partie réservée aux questions-réponses. Je vous invite à garder toutes vos interrogations et vos questions pertinentes pour après la présentation, ce qui permettra un déroulement un peu plus fluide de celle-ci. Et ensuite, un apéritif. Comme on est sorti maintenant de la période Covid, on a notre deuxième conférence du jeudi du RHN en mode complet avec apéro, donc profitez-en. Peut-être une dernière information, le cycle de conférences des jeudis du RHN vont prendre leur quartier d'été jusqu'au 29 septembre prochain. Et le 29 septembre prochain, il y aura une conférence qui sera consacrée à la prise en charge du cancer du sein par un centre spécialisé, comme en dispose le RHNE sur son site de la Chaux-de-Fonds, qui vient d'être recertifié, si je ne me trompe pas. J'ai suivi, ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Et, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui des troubles du sommeil. Alors, donc, l'exposé d'aujourd'hui va un petit peu s'articuler de la manière suivante. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les maladies du sommeil, je vais d'abord vous redonner un peu des principes simples sur le sommeil normal. On va également, après vous avoir brossé toutes les différentes maladies du sommeil qu'on peut rencontrer, vous parler des investigations de sommeil qu'on fait dans les laboratoires du sommeil et au sein de notre unité. Et puis, on conclura. Donc, le sommeil, c'est un état physiologique comportemental particulier. Il y a une rupture avec les stimuli extérieurs qui est rapidement réversible, contrairement à d'autres altérations de l'état de conscience. Et puis, c'est un état périodique, vu qu'il se répète tous les jours. Le sommeil, il a des fonctions importantes, de la régulation hormonale, cardiovasculaire, de la température, mais aussi, il va nous permettre d'avoir un rôle de consolidation de la mémoire, notamment. Ce qui est plutôt intéressant et ce qui explique que toutes les maladies du sommeil vont perturber ces fonctions clés. Le sommeil représente également un tiers de nos vies et c'est effectivement une discipline jeune, la médecine du sommeil, et c'est quand même surprenant vu que ça représente quand même un tiers de notre existence. Le sommeil normal, il s'articule sous forme de cycles. Donc la nuit, quand nous dormons, on a des cycles de sommeil qui s'alternent. Les cycles de sommeil font à peu près 90 minutes chacun. Et au sein de ces cycles de sommeil, on va avoir différents stades de sommeil. Quand on va s'endormir, on va d'abord avoir du sommeil... je vais éviter. Du sommeil léger, qui va finalement représenter 50% de notre nuit. Ensuite, on va avoir du sommeil lent profond, qui a un rôle très important de récupération, et puis qu'on fait surtout en début de nuit. Et puis, enfin, il y a le sommeil paradoxal, qui est le stade de sommeil où on rêve majoritairement.
L'alternance de la veille et du sommeil, elle est régie par deux processus différents. Il y a d'abord le processus C, qui est le rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge biologique interne, qui a une périodicité d'un tout petit peu plus que 24 heures. Et chaque jour, notre horloge interne va se recalquer sur l'environnement extérieur par une synchronisation avec la lumière du jour, ce qui nous permet de nous caler sur l'environnement extérieur. Le deuxième processus, qu'on appelle le processus S, qu'on appelle aussi l'homéostasie de sommeil, il va un peu dépendre de nos besoins de sommeil. Donc le matin, notre fatigue en théorie est éliminée. Votre aise. Et puis pendant la journée, la fatigue s'accumule, la pression de sommeil augmente, ce qui nous donne envie de dormir le soir. On nous pose souvent comme question en consultation, combien d'heures je dois dormir? Je n'ai pas de réponse à cette question. Il y a vraiment une grande variabilité individuelle. Il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs. La majorité de la population a besoin d'environ 7 heures par nuit, mais ça dépend vraiment génétiquement de vous. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'en dessous de 6 heures de sommeil, là, ça n'est pas très bon sur le plan de la santé. On sait aussi que depuis 50-60 ans, avec la pression socio-professionnelle, l'exposition à la télévision, aux écrans le soir, etc., la durée de sommeil de tout un chacun a chuté, alors que l'organisme ne fonctionne pas différemment et qu'une dette de sommeil, qu'elle soit liée à un manque de sommeil ou à une maladie du sommeil, a un risque vu que c'est associé à un taux de morbimortalité augmenté. Quelles sont, maintenant que vous avez un peu des clés sur le sommeil normal, les différentes maladies du sommeil? La médecine du sommeil, généralement, elle regroupe 3 spécialités différentes. Vous allez retrouver des pneumologues qui vont entre autres s'occuper des troubles respiratoires nocturnes, dont le plus fréquent dont on va parler aujourd'hui est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les psychiatres sont plus spécialisés dans l'insomnie, et puis les neurologues s'occupent des parasomnies, des troubles moteurs, des hypersomnies. Après, ces spécialistes-là s'intéressent à la médecine du sommeil et puis finalement sont assez interchangeables dans la prise en charge de ces pathologies. Les catégories des pathologies du sommeil, qu'on n'appelle pas troubles du sommeil, mais donc ces troubles du sommeil, c'est 6 catégories de maladies différentes. Il y a les troubles respiratoires nocturnes, il y a l'insomnie, il y a les troubles du rythme veille-sommeil, les hypersomnies d'origine centrale, les troubles du mouvement pendant le sommeil et les parasomnies, dont le diagnostic différentiel va être l'épilepsie nocturne. Et donc ces 6 maladies du sommeil-là sont des maladies qu'on doit dépister, traiter. Et les symptômes communs, si vous voulez, ça va être de la fatigue et de la somnolence à des degrés relativement divers. Toutes ces maladies du sommeil, comme vous vous en doutez, vont avoir un impact sur la santé des patients, mais également sur leur qualité de vie, raison pour laquelle il est important de les dépister puis de les traiter. Dans la pratique clinique courante, notre premier travail en tant que somnologue va être finalement d'essayer de distinguer les plaintes des patients, parce qu'il est parfois difficile de faire la distinction entre de la fatigue et de la somnolence. La fatigue, ça va vraiment être plutôt un manque d'énergie, une sorte d'épuisement physique et ou psychique qui va augmenter avec l'activité en général. Et puis si on fait des tests de performance, eh bien les patients ont une performance conservée. Alors que la somnolence, c'est vraiment une pression du sommeil qui augmente pendant la journée avec un besoin irrépressible de dormir, et les patients en situation de relative inactivité s'endorment. La première maladie du sommeil dont je vais vous parler, avant de passer la main à ma collègue, ça va être le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, qui est le trouble respiratoire nocturne rencontré le plus fréquemment. Une apnée ou une hypopnée obstructive, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une cessation complète pour l'apnée ou une cessation partielle pour l'hypopnée du flux d'air causé par un collapsus des muscles des voies aériennes supérieures. Donc, les muscles des voies aériennes supérieures ne vont plus réussir à maintenir la gorge ouverte. Il y a des fermetures qui peuvent se situer en 5 sites différents, et donc l'air va être complètement ou partiellement obstrué. C'est une maladie qui est relativement fréquente, beaucoup plus fréquente que ce qui avait été décrit dans les années 90 ou début des années 2000, notamment à cause de l'augmentation de l'obésité, mais pas que, vu que les apnées obstructives du sommeil peuvent aussi
toucher les gens minces, parce qu'en général, comme mécanisme, il y a toujours une anomalie anatomique. Chez l'enfant, par exemple, c'est des amygdales de très grosse taille qui vont à un moment donné, pendant le sommeil, obstruer le passage de l'air. Les apnées du sommeil au sens large, pas que les obstructives, leur sévérité va dépendre finalement du nombre d'événements que l'on compte, nous, sur nos enregistrements. Et donc, on définit la sévérité en fonction d'un index d'apnée-hypopnée. Tout le monde fait un petit peu d'apnée du sommeil, notamment, par exemple, à l'endormissement. Donc, en dessous de 5 événements par heure, c'est considéré comme normal. Entre 5 et 15, c'est un trouble qui est léger. Entre 15 et 30, c'est modéré. Et au-delà de 30, c'est sévère. Tout ça n'en fait pas un syndrome. Pour parler de syndrome d'apnée du sommeil, obstructive ou centrale, il faut des symptômes. Les patients dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil vont avoir des plaintes diurnes de sommeil non rafraîchissant, de fatigue, de somnolence à divers degrés, de troubles de la mémoire, de la concentration, d'irritabilité. Mais il y a également des plaintes nocturnes comme le ronflement, les pauses constatées par le partenaire de lit ou une sécheresse nasalo-buccale matinale, avec ces trois symptômes que je vous ai encadrés qui sont les plus fréquents. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il est important à diagnostiquer, dépister, traiter, parce qu'il a des conséquences cliniques non négligeables. Vous pouvez avoir des conséquences sur le comportement, je vous l'ai dit, des difficultés de concentration, de l'irritabilité. Il y a des conséquences cardiovasculaires prouvées, comme plus de risque d'hypertension artérielle résistante ou d'AVC. Il y a aussi un risque accru de développer un syndrome métabolique, et puis des conséquences directes sur votre fonctionnement la journée, avec des altérations de la vigilance, des risques accrus d'accidents de la route ou d'accidents du travail. Si par exemple vous travaillez avec, dans les usines par exemple, avec les outils un peu à risque. La deuxième maladie, je passe la main à ma collègue qui est spécialisée. Bonsoir. Moi, je vais essayer d'apporter quelques réponses à 3 problématiques liées au sommeil. 1, je dors pas. 2, je dors trop. 3, je dors pas quand il faut. On va commencer avec l'insomnie, qui est la maladie la plus fréquente du sommeil, que je pense qu'on a connu tous au minimum une fois dans notre vie. Ça consiste de troubles de l'endormissement ou de maintien du sommeil, donc des réveils nocturnes fréquents ou des réveils matinaux précoces avec l'impossibilité de s'endormir. On parle toujours de l'insomnie si on est face à une insatisfaction concernant la durée ou la qualité de notre sommeil. Ces difficultés du sommeil ont un impact sur notre fonctionnement quotidien, du style fatigue, difficulté d'attention, de concentration, des fluctuations de l'humeur. Notre entourage nous dit que nos performances ont diminué, qu'il s'agit des performances professionnelles ou sur le plan social, où nous avons l'impression que notre motivation a diminué, qu'on n'a pas assez d'énergie ou pas assez d'initiative. Sur le plan biologique, on est, je dirais, doublement puni. Voilà. D'un côté, les systèmes qui sont responsables d'endormissement ne sont pas assez actifs, sont hypoactifs, tant que les systèmes qui sont responsables de l'éveil sont trop actifs. On parle de l'insomnie chronique au moment quand les difficultés du maintien d'initiation ou les réveils précoces se manifestent minimum 3 fois par semaine et ça dure depuis minimum 3 mois. Mais comme dans plusieurs choses dans la vie, on doit faire la différence avec la normalité. Il y a dans ce monde des gens qui ont besoin de peu de sommeil. Quelle est la différence entre une personne qui a besoin de 5 à 6 heures de sommeil et un insomniaque? Eh bien, le petit dormeur n'a aucun problème durant la journée, mais zéro problème. Il est complètement satisfait de son quotidien, de la qualité de son sommeil, et il arrive à faire tout ce qu'il veut avec la durée du sommeil qu'il a eu. Mais on se pose la question, comment ça se fait si toutes les personnes d'ici ont vécu un minimum une fois une insomnie dans leur vie, pourquoi on n'est pas tous égaux devant l'insomnie? Parce que pour développer une insomnie chronique, il faut avoir des facteurs prédisposants, donc une certaine vulnérabilité, des facteurs précipitants, donc quelque chose qui déclenche l'insomnie, et des facteurs d'entretien, des facteurs qui font que l'insomnie reste. Les facteurs prédisposants ou de vulnérabilité sont d'un côté des facteurs génétiques.
Et moi, je dirais que heureusement, les facteurs génétiques ont une importance très faible dans le développement de l'insomnie. Parce que vu la prévalence de l'insomnie, si elle aurait une composante génétique forte, on aurait des grandes difficultés de la traiter. Sur ces facteurs de vulnérabilité, on trouve également des facteurs de personnalité. Il y a des types de personnalités qui sont plus prédisposées à développer une insomnie, comme il y en a d'autres qui sont moins. Il y a des personnes qui ont une activité corticale, une activité cérébrale qui est plus élevée que chez les autres. Ces facteurs de prédisposition sont des facteurs qui sont extrêmement positifs durant notre activité, durant notre journée, et qui tournent contre nous durant la nuit. Les facteurs précipitants, on les a tous rencontrés un minimum une fois dans notre vie. Ce sont des facteurs biologiques, sont des facteurs d'environnement ou des facteurs psychiques. Un stress personnel ou un stress professionnel. Le bruit, la chaleur, un enfant qui pleure, un compagnon dont on doit prendre soin durant la nuit. Ou on peut avoir des douleurs durant la nuit qui vont fragmenter beaucoup notre sommeil. Donc, on va fragmenter davantage le sommeil, on va souffrir à cause de ça. Il y en a également une petite partie des médicaments qui vont avoir comme effet secondaire l'insomnie. Et sur ces deux facteurs, prédisposants et précipitants, on rajoute des facteurs du maintien. On greffe les facteurs du maintien. Donc, pour la première fois, on a des difficultés d'endormissement dans notre vie ou des difficultés de maintien du sommeil. Et bien évidemment que le jour d'après, on ne va pas être en forme. On va agir différemment sur le plan émotionnel, on va être un peu plus sensible et on va faire tout ce qu'on peut pour ne pas revivre ce qu'on vient de vivre la nuit précédente. Durant la journée, notre état général sera altéré et on va développer une certaine tension physique parce qu'on met en route tout ce qu'on peut pour dépasser l'épreuve de la nuit et pour faire face à notre journée. Et ce qu'on souhaite pour nous-mêmes le soir, c'est de bien dormir. Et on va essayer de passer plus de temps au lit, on va essayer de compenser, ce qui fait finalement que progressivement, notre cerveau va associer le lit avec l'insomnie et moins avec le sommeil. Et voilà, on sait un peu pourquoi ou ce qu'on pense aujourd'hui que c'est l'origine de l'insomnie, mais que fait-on avec? L'effort responsable des protocoles à ce jour propose comme traitement de première ligne pour la prise en charge de l'insomnie ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie, qui comporte plusieurs étapes. La première étape, c'est l'hygiène du sommeil. Quand on propose des règles d'hygiène du sommeil aux patients, c'est pour diminuer les facteurs qui nous gardent assez éveillés durant la nuit et de diminuer aussi les facteurs qui activent notre cerveau et nous font garder cet état d'hypervigilance. Également, on essaye de renforcer la synchronisation entre notre horloge centrale dont ma collègue vous a parlé et l'alternance jour-nuit. Par la suite, on propose des outils qui ont comme but de défaire l'association entre le lit ou la chambre de coucher et l'incapacité à s'endormir. Et par la suite, c'est l'étape la plus difficile pour les patients qui donne d'abord l'impression qu'on n'est pas compris, qu'on n'est pas écouté, qui s'appelle la restriction de temps passé au lit. Et voilà, s'il y en a des personnes qui ne dorment pas assez, il y en a aussi des personnes qui dorment trop. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'hypersomnie d'origine centrale. Donc, ce sont des personnes qui dorment beaucoup. La maladie la plus intéressante et la plus connue de la classe d'hypersomnie, c'est la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie qui se manifeste par une somnolence diurne excessive, avec des endormissements soudains durant la journée qui passent de quelques secondes à quelques minutes. Donc, on ne parle pas des longues siestes qu'on peut avoir et qui sont irrépressibles. Donc, la personne ne peut pas s'abstenir de dormir. Il
il n'y en a pas énormément de cas de narcolepsie dans le monde. Par exemple, en France, il y en a entre 14 et 40 cas sur 100 000 habitants. Et comme pic d'âge de développement de cette maladie, il y en a deux, c'est ce qu'on appelle biphasique. On peut développer soit vers nos 15 ans, soit vers nos 35 ans. Il y en a deux types de narcolepsie, de type 1 et de type 2. La narcolepsie de type 1 associe à ce besoin irrépressible de sommeil durant la journée ce qu'on appelle la cataplexie. La cataplexie, c'est la perte toujours soudaine de tonus musculaire. Donc, cette perte brusque de tonus musculaire qui peut être partielle, donc de visage, d'un bras, d'une partie du corps, ou qui peut être complète. Et la personne tombe, tout en sachant qu'elle est complètement consciente pendant toute cette période-là. Ces épisodes de cataplexie durent quelques secondes jusqu'à maximum 2 minutes. Donc, ce ne sont pas extrêmement longues. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre en sérieux ou que ce n'est pas grave, mais ça ne dure pas énormément. Et il y a également la narcolepsie de type 2 qui a toutes les caractéristiques de la narcolepsie de type 1 sans la cataplexie. Il y en a aussi des symptômes qui ne sont pas spécifiques parce qu'on peut les retrouver également dans la population générale, comme on peut les trouver dans d'autres maladies, comme sont les hallucinations hypnagogiques qui apparaissent à l'endormissement, hypnopompiques au réveil ou la paralysie du sommeil. N'avez pas peur, ce ne sont pas des hallucinations qu'on retrouve dans le registre psychiatrique. On peut tous les expérimenter dans la vie quand on a une privation du sommeil. Et à l'endormissement, on a soit des hallucinations auditives, de style, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, ou quelqu'un qui nous appelle, ou on est en train de regarder un film, on s'endort, et le film continue différemment dans notre tête. Okay? On peut avoir des hallucinations aussi visuelles, on peut voir quelque chose de bizarre, ou on peut avoir des sensations bizarres au niveau du corps. La paralysie du sommeil, c'est une manifestation assez bizarre où le cerveau est complètement éveillé et on ne peut pas bouger 1 millimètre de notre corps, mais ni même 1 millimètre. Ça dure quelques secondes jusqu'à 1 à 2 minutes. On respire normalement, notre cœur fonctionne normalement, donc notre corps à l'intérieur fonctionne normalement, mais les muscles sont complètement inutilisables. Bon, donc ça sont des manifestations qui peuvent faire peur aux gens et qui peuvent donner la place à des difficultés d'endormissement, mais ne sont pas des choses graves. Qu'est-ce qui explique la narcolepsie? On cherche toujours la cause. À ce jour, on considère qu'il y a des facteurs génétiques qui doivent être accompagnés par certains facteurs environnementaux pour qu'elle apparaisse. Le système, un des systèmes de notre cerveau, le système d'hypocrétine, on l'appelle, qui est un sort de responsable du maintien d'éveil, est altéré. Et également, les composantes biologiques du sommeil REM, cette partie du sommeil où on rêve beaucoup, est altérée. Il y en a des traitements qui nous permettent de garder la maladie sous contrôle. Il n'y a pas de traitement curatif à ce jour. Donc, c'est un traitement de longue durée. Il y en a d'autres hypersomnies d'origine centrale, comme l'hypersomnie idiopathique. Et comme le dit le nom, on ne connaît pas grand-chose. Il y a une somnolence diurne qui est accompagnée par une durée totale de sommeil qui est augmentée. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de plus d'11 heures de sommeil par 24 heures et qui n'est pas accompagnée ni de cataplexie, ni de problèmes de sommeil REM. Et les gens ont typiquement des grandes difficultés à se réveiller le matin, malgré le fait qu'ils dorment 11, 12, 14 heures. La prévalence de cette maladie est rare. À ne pas confondre avec le syndrome d'insuffisance de sommeil, où on a toujours ces difficultés à se réveiller le matin, mais notre système de sommeil fonctionne impeccablement, mais on n'a pas la possibilité physique de dormir. Les enfants en bas âge, accompagner quelqu'un qui a des problèmes de santé, avoir du boulot. Bien évidemment que ça diminue l'opportunité de dormir. Et on a une autre maladie du sommeil qui est assez intéressante comme manifestation pour le monde médical, moins intéressant pour le patient, je dois admettre. C'est une hypersomnie périodique et récurrente, donc les patients dorment 15-18 heures sur 24,
La durée d'épisode ne dépasse pas classiquement 2 semaines. Elle est extrêmement rare, se manifeste durant l'enfance et l'adolescence. La plupart des cas se résolvent spontanément vers 30-35 ans. Donc, on doit traiter la personne, le patient, durant cette période-là et on ne traite pas tous les cas, seulement les cas graves. Et puis, la dernière partie de durée et du timing du sommeil sont les troubles de rythme circadien qui se manifestent par des périodes du sommeil qui ont lieu dans des moments qui ne collent pas vraiment avec les 24 heures classiques. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a un problème de synchronisation de notre horloge centrale qui peut être décalé et qui ne correspond pas vraiment avec l'heure de Neuchâtel. Le problème, c'est qu'il y a d'autres fonctions physiologiques qui seront altérées par la suite. Pas que le sommeil et la vigilance, mais aussi le système cardiovasculaire et le système immunitaire. Souvent, ces troubles sont accompagnés par des difficultés de concentration et de la mémoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui peut faire plus souvent ce type de maladies sont des individus qui sont soumis à des perturbations du cycle du sommeil, comme c'est par exemple le travail posté ou le fait qu'on travaille à des heures moins régulières, si vous voulez. Et le travail posté représente un problème parce que on est beaucoup qui faisons ce type de travail. Il y a des conséquences socio-économiques importantes parce que le coût de la santé il est élevé et il y a une augmentation du risque pathologique associé. Et il y en a plusieurs types de dérèglements de notre montre, d'avance de phase, de retard de phase et du rythme différent de 24 heures, ainsi que le rythme irrégulier. Qu'est-ce que c'est l'avance de phase? Imaginons que habituellement l'heure considérée comme socialement acceptable d'aller au lit, c'est 23 heures. Les personnes qui souffrent d'un syndrome d'avance de phase vont s'endormir vers 19 heures. La durée du sommeil est correcte, il dort 7-8 heures. La continuité du sommeil est juste, sauf qu'il se réveille à 4 heures du matin, voire 3 heures du matin. Et il est prêt à commencer sa journée. Bien évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire vers 3 heures du matin. Et puis on a le trouble de retard de phase, où les gens s'endorment vers 2-3 heures du matin, et c'est très spécifique aux adolescents, qui se réveillent normalement assez tard. Donc, si on leur laisse la possibilité, l'opportunité de dormir à leur aise, ils vont dormir sans aucune difficulté. Il y a aussi des personnes qui ont un rythme qui est un peu plus long que 24 heures, et des personnes qui ont un rythme irrégulier, comme vous voyez dans la dernière image, ici, où la durée totale du sommeil, elle est juste sur 24 heures, mais il y a des épisodes qui sont partagés en plusieurs reprises durant la journée. Et il y en a aussi des troubles qui ne sont pas vraiment des maladies du sommeil, qui sont générés soit par le travail posté, soit par le décalage horaire. Et je laisse ma collègue vous parler des choses encore plus intéressantes. Bonsoir. Alors moi, je vais continuer avec les mouvements anormaux qui peuvent apparaître pendant le sommeil. Donc les plus fréquents, c'est le syndrome des jambes à repos et les mouvements périodiques de jambes. Donc dans le sommeil normal, normalement, il ne devrait pas avoir d'activité motrice soutenue. Donc dans le syndrome des jambes à repos, donc c'est un diagnostic clinique et il y a 4 critères essentiels qui doivent être présents. Donc, le premier, c'est un besoin impérieux de bouger les membres inférieurs. Et souvent, il y a des douleurs qui accompagnent ces besoins, comme des crampes ou une sensation de chaleur. Rarement, on peut aussi avoir ce besoin impérieux de bouger les membres supérieurs. Les symptômes apparaissent ou s'aggravent lors des périodes de repos. Donc, souvent, quand on est assis devant la télé ou quand on va au lit pour dormir. Il faut avoir une amélioration lors des mouvements, donc lors d'une activité physique. Et les symptômes prédominent en soirée ou durant la nuit. La prévalence dans la population générale varie selon les études entre 4 et 29%, donc c'est assez fréquent. Et il peut être associé avec les mouvements périodiques de jambes. Et ça, c'est un diagnostic qu'on pose à la polysomnographie, donc un examen qu'on fait ici au labo de sommeil.
Il y a deux formes. La forme primaire qui commence autour de l'âge de 20 ans et souvent on a une anamnèse familiale positive. Et les formes secondaires qui commencent plus tard. Et là, il faut exclure une cause médicamenteuse, comme il y a certains médicaments qui peuvent favoriser les antiarrépos ou une polynéuropathie, une insuffisance rénale. Le rôle du fer est très important dans le syndrome des antiarrépos, donc il faut toujours doser le fer et la ferritine et la substituer si elle est basse. Donc là, je vais vous montrer des vidéos pour... ouais, je vais y arriver. Alors voilà. Donc là, on a un patient qui dort, donc il y a un examen et on voit, voilà, c'est... Pardon? Oui, il bouge les pieds sans arrêt. Et là, c'est un cas beaucoup plus grave, où il est debout, il fait des exercices, il bouge sans arrêt. Donc, vous comprenez qu'ici, pour les cas sévères, il peut avoir un impact sur la vie quotidienne. Donc, ces gens ne dorment pas bien la nuit, il a une insomnie, une fatigue durant la journée. On va parler concernant les parasomnies. Donc, vous connaissez sûrement les somnambulismes et les terreurs nocturnes, qui sont les parasomnies les plus fréquentes. Donc, les parasomnies, c'est un comportement moteur ou psychomoteur anormal pendant le sommeil. Souvent, ça arrive en début de nuit, à l'endormissement, ou en fin de nuit, au réveil. Et en fait, il y a deux états de conscience différents qui coexistent. Et les personnes sont non conscientes et souvent une amnésie qui est quasi complète. Donc, ils se rappellent souvent d'un rêve. C'est plutôt c'est les partenaires du lit qui décrivent l'événement le lendemain. Il y a deux types de parasomnie. Les parasomnies du sommeil lent profond qui commencent en début de nuit et les parasomnies du sommeil paradoxal qui commencent en fin de nuit. Donc, la plus connue, c'est le somnambulisme, les terreurs nocturnes. Donc là, on quitte les lits et on a une cessation de peur. Les éveils confusionnels, où il y a un réveil avec une confusion, mais on ne quitte pas les lits. Et plus rarement, il y a le trouble alimentaire lié au sommeil, où on peut quitter la chambre et aller manger sans être conscient. Les parasomnies du sommeil paradoxal sont un peu plus rares. Donc, les plus fréquents, c'est le comportement anormal en sommeil paradoxal, que je vais vous parler plus tard. Alors, le somnambulisme, il est fréquent surtout dans l'enfance, entre 7 et 12 ans, on le voit plus fréquemment, mais ça peut persister à l'âge adulte. Environ 2 à 3% des adultes ont un somnambulisme. Ça arrive toujours en première partie de nuit et il peut avoir des conséquences dangereuses, surtout si on quitte notre chambre. Donc, les traitements, il n'y a pas forcément de traitement médicamenteux très efficace. Il faut surtout rassurer la personne qui a un somnambulisme et sécuriser l'environnement. Donc, cacher tout objet dangereux, fermer bien les portes, les fenêtres, et gérer les facteurs qui peuvent favoriser le somnambulisme, comme le stress ou un sommeil fragmenté. Donc, dans les cas particuliers, on peut avoir les troubles alimentaires qui accompagnent le somnambulisme et le sleep driving. Donc, c'est très rare, mais ça existe. Et les diagnostics différentiels, c'est l'épilepsie nocturne frontale. Je vais vous parler aussi plus tard. Donc là, il y a une vidéo de terreur nocturne. Donc là, c'est l'enregistrement de nuit et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui va se passer. Un réveil avec sensation de peur, angoisse. Je vais essayer de quitter le lit. Et après, il se réveille. Donc ça dure, c'est une question de secondes, donc c'est très court. Alors, les comportements anormaux en sommeil paradoxal, c'est une parasomnie du sommeil paradoxal. La prévalence est environ 0,5% de la population générale. Ça touche surtout les hommes et c'est plus fréquent dès l'âge de 50-60 ans.
Donc, normalement, un sommeil paradoxal, on n'a pas le tonus musculaire pendant les rêves. Et là, on perd l'atonie musculaire. Donc, il a un comportement moteur durant le rêve. Donc, les personnes, c'est comme si ils vivent les rêves. Et il peut avoir une agitation, une agressivité. Donc, c'est souvent les partenaires du lit qui décrivent les événements et qui sont dérangés par ça. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Donc, ce type de patient, il faut le suivre sur le long terme. Deux mots sur l'épilepsie nocturne. Donc, la relation sommeil-épilepsie est bidirectionnelle. Donc, on sait que le sommeil et la privation de sommeil favorisent les crises d'épilepsie. Et d'autre part, les crises d'épilepsie fragmentent le sommeil et provoquent une fatigue diurne. Et il y a certains syndromes épileptiques qui apparaissent exclusivement pendant le sommeil. Et c'est là où on doit faire la part des choses. Je vais vous montrer une vidéo d'une crise d'épilepsie. Donc, les crises d'épilepsie, ce n'est pas toujours de convulsions comme on les imagine. Non. Donc là, c'est une personne, je vais juste... qui dort pour le moment. Et là, voilà, il y a une posture anormale de la jambe et du bras un peu, avec une crispation, une augmentation du tonus musculaire. Vous voyez la posture des orteils qui n'est pas normale. Et à la fin, il reprend conscience. C'est comme s'il avait une crampe, en fait, et il va retourner dormir. Donc, c'est pour ça que le rôle, l'hétéronamnèse est très important dans ce type d'épilepsie. Alors, donc, on peut faire un examen pour poser le diagnostic de crise d'épilepsie nocturne. Donc, c'est un électroencéphalogramme avec une polysomnographie qu'on fait depuis 6 mois ici. Donc, on fait ça quand on a une suspicion de crise d'épilepsie pendant le sommeil. Donc, souvent, il y a des événements qui sont stéréotypés selon les partenaires de lit. Quand on a un diagnostic différentiel, un doute entre une parasomnie et une crise d'épilepsie, et quand il n'y a pas d'hétéronamnèse, on sait qu'il y a des réveils nocturnes avec une somnolence, une fatigue sans explication par une autre pathologie du sommeil. C'est quoi? C'est comme ça. Voilà. C'est un patient, il ressemble à ça, donc avec des électrodes dans la tête. On va parler plus tard. Voilà. Parole à ma collègue. Ce qui permet de vous introduire maintenant les investigations qui se font dans des unités du sommeil. Donc, on vous a un peu dressé la liste de toutes ces pathologies. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on les diagnostique, vu qu'on vous a parlé à chaque fois de l'importance de les traiter. Donc, bien sûr, la première étape avant de vous brancher, ça va être de faire une anamnèse avec le patient, de pouvoir discuter, de réfléchir un petit peu à ses habitudes de sommeil, pour les apnées obstructives du sommeil, d'examiner un petit peu tout ce qui est sphère ORL. Il y a des questionnaires spécifiques à chaque pathologie dont on vient de vous parler qui permettent aussi un petit peu d'avoir des scores cliniques de gravité, etc. Ensuite, quand vous allez finalement avoir besoin d'investigation du sommeil, eh bien, il existe finalement 2 grandes classes d'investigation. Il y a des investigations qui se font exclusivement au sein d'une unité de sommeil, donc à l'hôpital, et puis il y a des investigations qui sont faites à la maison. Lorsque vous venez dans une unité du sommeil, vous allez rencontrer, en plus des docteurs et des secrétaires,
les techniciens du sommeil. Les techniciens du sommeil, ils vont avoir des rôles assez différents. La nuit, quand vous venez dormir à l'hôpital, c'est eux qui vous accueillent, qui vous équipent avec les différents capteurs qu'on va vous montrer, qui surveillent votre examen pendant la nuit et qui interviennent s'il y a des capteurs qui tombent pendant la nuit et qui vous déséquipent le lendemain pour que vous puissiez rentrer chez vous. La journée, le technicien du sommeil il participe à l'activité médicale, que ce soit les thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie qui s'effectuent en groupe ou les consultations pour les appareillages des apnées du sommeil. Donc, vous voyez un exemple ici sur la table. Ils vont vous expliquer un petit peu pour les examens qui se font à la maison, comment ça se déroule pour que vous puissiez vous équiper vous-même une fois rentré chez vous au moment de dormir. Et puis, c'est eux qui surveillent les tests de jour dont on va vous parler. Le premier examen dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la polysomnographie. C'est l'examen de référence en médecine du sommeil. C'est un enregistrement complet du sommeil avec différentes variables physiologiques qui sont enregistrées. On va avoir du coup une investigation un petit peu extensive de tout ce qui, globalement, la majorité des maladies du sommeil dont on vient de vous parler, à l'exception des troubles du rythme, veille-sommeil. Ça va enregistrer la quantité, la qualité du sommeil, la respiration, les mouvements pendant la nuit. Puis il y a aussi une vidéo qui va nous permettre de voir les éventuels comportements anormaux pendant le sommeil. Alors, plutôt que de vous montrer des schémas, Barbara a accepté de vous montrer en live à quoi vous ressembleriez si vous veniez dormir une nuit à l'unité du sommeil. Et donc, merci à elle. Donc, vous voyez que quand vous venez être équipé pour une polysomnographie complète, on vous met une canule nasale pour enregistrer la respiration. Il y a des électrodes pour enregistrer l'électrocardiogramme. Ouais, pour le rythme du cœur. Vous avez effectivement sur sa tête tout l'électroencéphalogramme qui va nous permettre de savoir si vous êtes éveillé ou endormi et si vous dormez dans quel stade de sommeil et puis si votre sommeil est fragmenté. Pour les investigations de la respiration, on a également les ceintures, une sur le thorax, une sur l'abdomen, qui vont nous donner la présence ou non des mouvements de la respiration. On a besoin aussi d'un enregistrement d'oxygène avec le saturomètre, qui est un capteur placé au bout du doigt et qui donne la saturation en oxygène du sang. Et vous voyez qu'aussi au niveau des jambes, il y a des capteurs qui, eux, vont être les capteurs de mouvement qui vont nous permettre justement de dépister ces troubles moteurs et notamment les mouvements périodiques pendant le sommeil. Et puis enfin, vous êtes dans un lit, je vous promets que vous arrivez à dormir malgré tout avec tout ça. Et il y a une caméra qui filme les éventuels comportements anormaux. Merci Barbara. Ensuite, je vais laisser la doctoresse Esguioglou vous parler de la vidéo EEG-PSG pour l'épilepsie. Alors, donc, l'électroencéphalogramme avec la polysomnographie, donc c'est un examen qu'on fait environ de 17h à 7h du matin. Donc, il y a une partie donc EEG, électroencéphalogramme, avec 23 électrodes collées sur le cuir chevelu qui mesure l'activité cérébrale. Et après, les autres capteurs sont identiques à celles de la polysomnographie. Et on peut faire un parallèle de stimulation avec une hyperventilation, donc pendant 3 minutes, et une stimulation avec des lumières qui clignotent, parce que ça peut des fois favoriser une activité épileptique et ça aide à poser un diagnostic. Voilà, je vous laisse. Et si on parle de l'investigation de la somnolence et de la vigilance, parce qu'on a parlé brièvement de l'hypersomnie, on va vous enregistrer également durant la journée. Vous êtes dans le même endroit que vous avez passé la nuit, et 5 fois, à l'intervalle de 2 heures, on vous propose d'aller dans le lit où la lumière est éteinte, et on va voir dans combien de temps vous vous endormez et également dans quel type de sommeil on s'endort. C'est un test qui est très utile pour poser la question, pour poser le diagnostic de narcolepsie ou d'hypersomnie idiopathique. Et en fonction de la durée de la latence d'endormissement, on va pouvoir poser le bon diagnostic. Parfois, on doit vérifier si le traitement qu'on a installé pour une hypersomnie est efficace. Et dans ce cas-là, on va effectuer ce qu'on appelle des tests de maintien d'éveil. Donc, on va vérifier plutôt la vigilance. 4 reprises de 40 minutes d'enregistrement où la personne est assise sur une chaise, sur un fauteuil, et la lumière est obscure. Et on va voir si la personne s'endort ou pas. Donc, si le traitement est efficace ou pas.
On utilise le même test selon les protocoles internationaux en vigueur aujourd'hui pour valider l'aptitude à conduite professionnelle dans certains cas ou personnels pour les patients souffrant de certaines maladies. Et il y en a aussi des investigations qu'on fait à la maison. Et concernant l'investigation des rythmes veille-sommeil et de l'insomnie, on a deux outils. Un qui est 100% personnalisé, c'est l'agenda du sommeil. C'est un outil qui nous permet d'identifier quel est votre rythme veille-sommeil. Il est rempli de manière quotidienne par les patients. On note toutes sortes de détails, l'heure d'aller au lit, l'heure de réveil, ainsi que la durée et la fréquence des réveils nocturnes. L'actigraphie, c'est un agenda du sommeil automatique, si vous souhaitez. C'est une montre, c'est pas celui-là, c'est une montre simple qu'on va la porter à la main non dominante, 24 heures sur 24, à l'exception de la période des douches ou de bain, et va enregistrer l'activité motrice durant la journée, et ça va nous permettre d'évaluer objectivement votre rythme veille-sommeil. Enfin, la dernière chose qu'il est possible de faire à la maison, c'est ce qu'on appelle une polygraphie ventilatoire. Donc, c'est uniquement un enregistrement des paramètres de la respiration. Donc, vous avez les deux ceintures que Barbara vous a montré, le capteur d'oxygène, etc. Et ça, c'est un examen qui est très fréquemment utilisé pour les patients qui présentent des hautes suspicions d'apnée obstructive du sommeil. Et donc, ils peuvent s'équiper comme cela à la maison. Et on enregistre du coup la respiration sur une nuit. Et ça n'est pas corrélé à un temps de sommeil réel. Donc, ça ne va pas vous donner d'informations comme une polysomnographie sur la qualité ou la quantité du sommeil, mais pour un dépistage d'apnée obstructive du sommeil, c'est tout à fait indiqué. En conclusion, comme vous l'aurez compris, peu importe la maladie du sommeil dont on va vous parler, l'hygiène de sommeil a un rôle primordial, que vous ayez une pathologie du sommeil ou non par ailleurs. Et les maladies du sommeil, c'est vraiment, j'espère qu'on vous a montré que c'est vraiment un ensemble de maladies très hétérogènes qui ont une prise en charge spécifique. Il est quand même très fréquent qu'un même patient présente plusieurs pathologies du sommeil de manière concomitante, ce qui rend la prise en charge probablement plus compliquée, mais plus intéressante. Cette prise en charge, elle est spécifique. On n'a pas abordé les traitements aujourd'hui, mais chaque maladie du sommeil a une prise en charge spécifique. Et le point crucial, c'est qu'il y a vraiment, comme vous l'aurez compris, dans le sommeil, un aspect pluridisciplinaire avec toute une équipe qui travaille, de l'accueil par la secrétaire au rôle important du technicien, et puis le médecin qui étant finalement en début et en bout de chaîne. Donc j'en profite pour remercier tous mes collègues qui travaillent tous les jours au sommeil avec nous, mes collègues médecins, mes collègues techniciens et mes collègues secrétaires, parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Donc, comme la conférence est captée par vidéo, merci de lever la main et on passe vers vous avec le micro pour que vous puissiez poser votre question. J'en aurais peut-être une première. Quel crédit donnez-vous aux scores de sommeil qui sont donnés par certains montres connectées ou autres appareils électroniques à domicile, puisqu'il y a un vrai marché dans ce domaine-là? D'un point de vue scientifique, il y a pas mal d'études qui ont quand même essayé de montrer la validité par rapport à la polysomnographie qui reste l'examen de référence. Donc ça dépend un tout petit peu de ce qu'on regarde comme paramètre. À l'heure actuelle, ça a pris, je laisserai mes collègues donner leur avis aussi, mais ça a pris une importance assez importante, ces montres connectées, à tel point que ça génère pour moi plus de problèmes qu'autre chose, dans le sens où il y a une obsession du sommeil parfait. Qui s'est développée avec les gens qui viennent nous voir en disant « Mais vous vous rendez compte, docteur, je n'ai dormi que 60% de sommeil profond la nuit dernière. » Si vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit que les cycles de sommeil comportaient des stades de sommeil différents et le stade de sommeil profond ne comportera que 25% de votre nuit. Donc, vous voyez, il y a un effet pervers de tout ça. Je pense que c'est intéressant si on veut ça
d'avoir une hygiène de sommeil, une routine, des rythmes veille-sommeil réguliers, ça c'est important. Alors si ça sert qu'à ça, volontiers, mais si ça génère plus d'angoisse et d'obsession, je suis pas, voilà, je suis pas très emballée. Alors moi, personnellement, j'ai la maladie des jambes sans repos. J'aimerais savoir si on en guérit, parce que là, ça fait des années et des années. Je suis au bout de mes patchs, et puis est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Alors, malheureusement, ça ne guérit pas. Il y a des périodes, ça fluctue par contre. Hein, donc, il y a des périodes qui sont meilleures et des périodes donc, où on a plus de douleurs. Il faut garder une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène de vie. Donc, pas manger, pas... Voilà. L'hygiène de sommeil, justement, Oui, je ne dors pas. J'ai fait 5 nuits consécutives la semaine passée. Et j'en ai marre. Oui, je comprends. Après, c'est qu'avec les médicaments qu'on paye, il y a des médicaments pour les... J'imagine que vous avez des médicaments pour le syndrome des jambes sans repos. Oui, j'ai des patchs, mais je suis à 6, puis je sais qu'il y a 8 milligrammes. Après, il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment... Des places de médicaments pour le syndrome des jambes sans repos. C'est vrai. Si parfois une place de médicaments ne suffit pas, il y a parfois la possibilité de changer de classe ou d'avoir des bithérapies. Ça existe, hein, des cas très réfractaires ou persistants, mais il y a quand même, avec un seul traitement, on peut quand même... Moi, on me parle de gouttes du cannabis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la mode un peu maintenant. Et c'est très efficace. Moi, j'ai encore pas testé ça, mais j'aimerais bien votre avis. Pour le syndrome des jambes sans repos, il n'y a pas de... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pour le syndrome des jambes sans repos, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'effet. Parce que le cannabis va avoir... en fait, ça dépend comment vous réagissez, mais le cannabis peut avoir un effet un peu relaxant, anxiolytique, mais ça va pas, finalement, ça un sparadrap sur une blessure. Ça ne va pas agir sur le syndrome des jambes sans repos. Bon, j'ai plus qu'à patienter. On va consulter. Merci. Pour enchaîner sur ce qu'a dit la dame, moi j'ai aussi le même problème, en plus avec apnée, hypopnée, quelques centrales, et puis 74 mouvements de jambes à l'heure. Et puis le problème a été résolu avec un médicament anti-Parkinson qui a été bien dosé assez rapidement. Et maintenant, mes jambes arrêtent de bouger la nuit, mais elles bougent aussi le jour, mais ça ne me gêne pas le jour. Mais la nuit, elles arrêtent de bouger avec ce médicament. Merci. Oui, bonsoir et merci pour votre présentation. J'avais 2 questions liées aux enfants, en fait. J'en profite, je pose les 2 en même temps, si ça ne vous dérange pas. J'ai un adolescent qui aura bientôt 18 ans, il est en apprentissage et il me dit, alors j'ai pas le détail, que l'année prochaine, il pourrait faire des... Alors il est dans une entreprise et il y a des shifts, enfin des équipes de nuit, enfin, ou de très tôt le matin. Je ne sais pas, c'est très tôt le matin ou très tard le soir. Enfin, et puis, il aimerait le faire l'année prochaine. C'est vrai qu'il est jeune, il n'a pas encore ses 18 ans, donc potentiellement, il a tout juste 18 ans. Je me pose des questions sur les implications potentielles sur la dérégulation du sommeil et puis les effets à long terme, en fait. S'il commence à dérégler son sommeil et qu'il entre dans un cercle vicieux, voilà. J'avais quelques craintes, puis j'aimerais avoir des éléments pour avoir un avis un peu plus éclairé. Et puis la deuxième, c'est mon expérience avec, dès la petite enfance pour un autre enfant, et qui a toujours eu des problèmes de sommeil et qui ne se règle pas vraiment. Et en fait, j'ai été assez désarçonnée parce que j'ai vu qu'il y avait très très peu de choses liées aux enfants. Alors j'ai toujours lu les troubles du sommeil constituent, je sais plus, un pourcentage élevé des consultations pédiatriques. Et puis pour autant, je voyais rien derrière, en fait. Alors, elle a même été au centre du sommeil à Lausanne, etc. Mais même là, il n'y avait pas de suivi adapté aux enfants. Voilà. Donc, est-ce que ça a évolué? Ça fait déjà 4-5 ans, mais est-ce que ça évolue? Et est-ce qu'ici, il y a quelque chose?
Permettez-moi de vous répondre concernant l'horaire posté pour votre fils. On a tous notre chronotype, donc ça veut dire qu'on va plus ou moins bien réagir à un certain horaire. Il y a des gens qui sont constitutionnellement faits pour travailler la nuit, par exemple, ou plus tard, comme il y en a des gens qui sont constitutionnellement faits pour travailler plus tôt. On est à 18 ans, il est extrêmement... le cerveau est extrêmement plastique, donc je dirais pas vraiment qu'il se trouve en danger. Et la capacité du cerveau de faire face à ce qu'on lui impose jour par jour, elle est impressionnante. Comme il s'agit d'un adolescent, fort probablement, il va aimer le travail tard le soir et moins bien le travail tôt le matin parce que les adolescents ont cette tendance en retard de phase. Après, s'il va avoir des difficultés, sans vouloir nous vanter, venez nous voir. Il y a des solutions à mettre en place, honnêtement, ok, avec peu d'effets secondaires et qui peuvent s'arranger. Il n'y a pas d'effet. Si c'est ponctuel, il n'y aura pas d'effet non plus sur le long terme à cet âge-là. S'il ne fait pas ça toute sa vie, ce qui n'est pas vrai pour les patients qui travaillent à horaires atypiques toute leur vie. Pour les problèmes du sommeil de l'enfant, comme M. Bus vous disait en début, la médecine du sommeil, c'est déjà une discipline un peu jeune, donc ça fait pas très longtemps qu'il y a des consultations finalement spécialisées. Pour les maladies du sommeil de l'enfant, le Centre du sommeil de Lausanne a effectivement ouvert il y a très peu de temps une consultation spécialisée pour les enfants. Avant ça, ça n'existait pas. Maintenant, tout comme il y a des classes de pathologie du sommeil chez l'adulte, ces classes de maladies du sommeil existent également chez l'enfant. Donc, si on a exclu une maladie de l'architecture du sommeil, hein, des anomalies de la respiration comme les apnées la nuit chez les enfants, la majeure partie des plaintes rapportées aux pédiatres, etc., ça reste un problème de routine, d'hygiène de sommeil et de structure par rapport au sommeil. Il y a des enfants après qui seront qui seront meilleurs dormeurs que d'autres. Mais souvent, dans les consultations spécialisées, en centre spécialisé pour les enfants, la majeure partie du travail va être de créer une routine, d'imposer des règles autour du sommeil, parce que c'est aussi une période un petit peu propice à la décharge émotionnelle de l'enfant, s'il est fatigué. Ah, d'accord. Terreur nocturne et somnambulisme. Eh bien, ça, donc c'est étonnant. Alors ça, c'est bénin chez l'enfant quelque part. Alors c'était terreur nocturne et maintenant à l'adolescence, somnambulisme. Alors à l'adolescence ou à l'âge adulte, quand ça persiste, ça très clairement, c'est moins normal. Et puis, comme on vous l'a dit, c'est une prise en charge de parasomnie où on va vraiment travailler sur les facteurs déclenchants de ces parasomnies-là. Chez le petit enfant, avoir vers 4-5 ans des terreurs nocturnes ou des éveils co-fusionnels, c'est malheureusement extrêmement fréquent. Il n'y a pas de traitement médicamenteux pour ça, mais comme pour l'adulte, la première prise en charge va être d'éviter la dette de sommeil. Un enfant fatigué va faire plus de parasomnie. Un enfant reposé va faire moins de parasomnie. Il y a d'autres facteurs favorisants, mais globalement, pour avoir une petite fille qui a fait toutes les parasomnies de la petite enfance, c'est dès qu'ils sont fatigués, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est difficile parce que ça impose, quand on travaille, de courir pour qu'ils soient au lit tôt et puis qu'ils aient leurs 11 ou 12 heures de sommeil. Mais malheureusement, c'est la clé, tout comme à l'âge adulte. Il faut respecter son besoin de sommeil. Alors là, c'est tout l'inverse. Hein. C'est assez peu dormir, augmenter la pression du sommeil. Voilà, ils ont vérifié tout, l'hygiène du sommeil, etc. Non, c'était plutôt l'inverse, là, en l'occurrence. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. Moi, j'ai une question qui a plus un rapport avec le sport. On sait que le sport tardif, donc on appelle plutôt dans la soirée ou est plutôt à classer dans les colonnes négatives. Donc on sait qu'on ne doit pas faire du sport intense après une certaine heure. Justement,
Ça se discute, on ne sait pas trop jusqu'à quelle heure on a le droit ou pas. Et on a constaté effectivement une recrudescence des crampes nocturnes. Vous en avez parlé, mais après, ça c'est un petit peu, on a peur de parler. Et je ne sais pas si vous le classifiez, ce phénomène de crampes vraiment violentes qui vont jusqu'à des hématomes profonds. Sur ce qui est plutôt épileptique ou pas, on n'avez pas trop parlé là-dessus. Et est-ce que c'est forcément lié à ces pratiques de sport tardives ou pas? Alors le lien entre sport et crampes pour la nuit, donc les crampes nocturnes, c'est des choses qui peuvent réveiller les patients et puis c'est invalidant, etc. Mais c'est pas forcément lié à la pratique du sport intensif. La déshydratation, le manque de magnésium peut lier à ça. Maintenant, pour répondre juste à la pratique du sport, il est conseillé de faire une activité physique, mais pas dans les 2 heures en général avant l'endormissement, parce qu'après une pratique de sport intensif, vous avez une libération d'endorphines, vous êtes plutôt sur le versant adrénaline, qui sont plutôt des hormones d'éveil, et donc ça, on déconseille parce que vous allez retarder l'endormissement. Maintenant, pour les crampes nocturnes, moi, je scinderais les 2 choses. Par contre, le lien avec l'épilepsie, ça, il n'est pas clair pour moi, mais L'épilepsie, en fait, si on fait une crise d'épilepsie dans la nuit, on peut se réveiller avec des courbatures et on peut avoir des hématomes. Donc, effectivement, il peut y avoir une morsure de la langue ou une perte d'urine. Donc, c'est des signes à rechercher. Parce que certaines analyses se sont avérées complètement. Nous avons contrôlé les taux de magnésium, de ferritine, etc. Et effectivement, ils étaient normaux et ces personnes continuent à avoir des crampes qui sont très, très fortes. Et justement, en fait, il y a pas qui peuvent ne plus s'endormir du tout pendant la nuit. Elles apparaissent en moyenne vers 2h20 ou jusqu'à 4h15 de la nuit. Et ils peuvent se rendormir et se réveiller encore une fois autour des 4 heures avec cette même problématique de crampes extrêmement forte. Pour les crampes, ça n'a pas tellement le lien. Puis le dosage du magnésium dans le sang, pas tellement. Faut plutôt essayer alors de traiter ces crampes avec une hydratation correcte ou même une supplémentation de magnésium et voir si ça. Oui, mais le dosage de magnésium dans le sang, ça vaut pas grand-chose. C'est plutôt essayer de prendre du magnésium et voir si ça passe. Prenez le micro pour votre question, s'il vous plaît. Les apnées chez les nouveau-nés, c'est souvent chez des nourrissons qui sont un peu prématurés, c'est ça? Les apnées centrales dans ce cas-ci. Voilà. Donc on n'en a pas du tout parlé ce soir. C'est une forme d'apnée un peu plus rare que les apnées obstructives. Et chez les prématurés ou même chez les enfants nés à terme de petits poids ou tout petits, les apnées centrales, c'est assez fréquent, c'est pas systématiquement pathologique et c'est lié en général à l'immaturité du cerveau. Et ça, une fois que c'est passé, parce que Oui. ça dure 2-3 jours, je pense, il n'y a plus rien qui se passe dans la suite du bébé. Il y aura pas un sujet à faire des apnées ou des cauchemars ou tout va bien se passer. Non, il n'y a pas de lien avec les cauchemars, mais par contre, dans le développement d'un enfant normal, sans maladie cérébrale, etc., donc dans le développement normal d'un enfant, c'est assez normal d'avoir des apnées centrales, et puis encore plus en néonatologie, chez les enfants prématurés, et puis ça disparaît. Vous savez, moi j'ouvre les guillemets parce qu'en fait j'ai eu des jumeaux il y a plus de 30 ans et ma fille a fait de l'apnée et mon fils pas. Je sais pas comment on explique ça. Et puis ils avaient un mois d'avance donc voilà. Oui. Mais bon, après l'évolution, ça s'est bien passé, mais on est toujours un peu sur le qui-vive quand on a ce genre de phénomène, quand on les reprend à la maison. C'est un peu effrayant pour les parents, mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est effrayant pour les parents, mais chez l'enfant, donc les apnées centrales, courte durée, même quand on enregistre des enfants plus grands d'ailleurs, donc je vous ai montré les critères de sévérité des apnées, on compte le nombre d'événements, c'est valable pour les apnées obstructives ou les apnées centrales, mais chez l'enfant, jusqu'à même 5 apnées centrales par heure, c'est complètement normal. Normal, oui. Ok. Et plus ils vont grandir, plus il y aura une maturité cérébrale. S'il n'y a pas d'autres pathologies, je parle d'un enfant au développement psychomoteur normal, ça va se résoudre. Et puis, c'est les apnées obstructives. C'est dû au cerveau qui n'est pas encore complètement mature. Chez les enfants prématurés, oui. Voilà. Okay.
Bonsoir. Est-ce que vous avez un protocole particulier, que ce soit pour le bilan ou pour le traitement, pour les personnes qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos, sachant que à peu près 90% des personnes qui ont ce syndrome ont des troubles du sommeil, surtout de type sommeil extrêmement fragmenté. Voilà, savoir si on peut faire quelque chose. Alors, oui, pour le coup, oui. Donc, je travaille un peu au CIRS également et au CHUV. Et donc, au CHUV, ça s'est développé en collaboration avec une rhumatologue. Et donc, les patients qui souffrent de tous les troubles du spectre de l'hypermobilité articulaire ou tous les syndromes d'Ehlers-Danlos ont un dépistage de maladies du sommeil, que ça soit au CHUV ou ici, même à Neuchâtel, si les patients habitent dans le canton. Et donc, ça s'est développé, je pense, il y a à peu près 2 ans maintenant, avec justement, comme vous le disiez, les douleurs et la fatigue sont les symptômes clés de ces maladies. Et plutôt que d'attribuer la fatigue aux troubles du spectre de l'hypermobilité articulaire ou au syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a une prise en charge qui est faite et pour exclure des troubles respiratoires nocturnes ou pour, dans la majorité des cas, essayer de traiter une hygiène de sommeil qui est perfectible et notamment qui est parasitée à cause des douleurs la nuit, etc. Donc oui, vous pouvez adresser ces patients-là. Et donc c'est pas nécessaire d'aller au CHUV, justement, c'est ça la question. Au CHUV, ce sera moi qui les verrai. D'accord. Vous pouvez les adresser ici. Ok, merci. Bonsoir plutôt. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une petite question en tant que physio spécialisée en maxillofacial. Est-ce que vous orientez vos patients, notamment dans l'apnée du sommeil, que ce soit les enfants ou les adultes, chez des physios? Surtout pour l'apnée légère à modérée, parce que sévère, c'est souvent la CPAP. Mais est-ce que vous adressez à des physios vos patients après une polysomnographie? Donc, moi, je ne traite pas d'enfants pour les apnées du sommeil. Donc, je sais qu'il y a une plus grande place là-dedans, mais c'est les pneumopédiatres qui traitent les patients, les petits avec les apnées. Non, très peu. Très peu. Alors, c'est quelque chose qui est en train d'être étudié pas mal maintenant. Il n'y a pas, disons que ça fait 5 ans ça fait environ 5 ans qu'on en parle, mais il n'y a pas encore une preuve d'efficacité que traiter ou renforcer des muscles à l'éveil va avoir un impact sur le tonus du muscle pendant le sommeil. Donc c'est pas quelque chose qui est d'office fait. Par contre, étudier justement toute la morphologie maxillofaciale des patients pour envisager des traitements alternatifs à la CPAP sous forme d'orthèse, etc. Ça, c'est quelque chose qui est fait couramment. Mais on espère que les exercices à un moment donné pourront porter leurs fruits, mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc non, pour le moment pas. Merci. Oui, vous avez insisté sur le fait que les troubles du sommeil ou les pathologies aussi, et surtout les pathologies, devaient être traitées de façon pluridisciplinaire. J'imagine effectivement dans le problème, là, par exemple, de somnambulisme ou de choses qui ne se passent pas. Il y a besoin aussi de prendre en charge l'anxiété qui va avec, qui peut être cause ou conséquence, ou les deux. Et voilà. Mais donc, si on vient ici, c'est vous qui vous mettez en lien et clairement, il y a un accès à une équipe pluridisciplinaire d'emblée, quoi. C'est ça. Donc, quel que soit le port d'entrée, quoi. Neurologue, moi je suis pneumologue et la doctoresse Luca est psychiatre, psychothérapeute, tout avec un tropisme de médecine du sommeil, donc on est assez interchangeable pour les maladies du sommeil, mais néanmoins chacune a sa spécificité si vous voulez. Et quand on voit des patients, s'il y a des choses qui sortent un petit peu de notre champ d'action spécifique, où on a beaucoup de patients qui sont des patients communs. Je vous ai conclu que les maladies du sommeil, c'était rarement des causes uniques. Donc, on a quand même très souvent des patients communs qui ont insomnie et apnée du sommeil ou des choses comme ça. Donc, et ça, je pense que pour les maladies du sommeil, c'est la clé. Tant pour le patient que pour le praticien du reste. Et avec une ouverture aussi sur par exemple, là je vois l'hypnose, apparemment c'est ce qui a l'air de faire le plus d'effet pour l'instant. Est-ce que vous êtes aussi en lien avec ces CNP, mais c'est aussi en lien avec d'autres approches un petit peu plus périphériques, on va dire, je ne sais pas comment dire, mais... Donc, il y en a je fais des prescriptions pour l'hypnose avec des médecins qui font l'hypnose. Ou on a aussi des collègues qui nous aident par rapport à la prise en charge. Mais donc souvent, je fais la prescription pour les médecins qui pratiquent l'hypnose. Que ça. OK?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour, merci déjà pour la présentation. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des simulateurs d'aube? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est tout? Ok. Ça, c'est la première Oui, question. c'est la première question. Ok. Donc, c'est quelque chose qui vous fait à aucun prix, ça vous fait pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ces simulateurs assez pratique parce que finalement, il y a l'idée derrière que en ayant à côté de notre tête le lever du soleil, ça peut faire beaucoup du bien. À quel point ça a un impact scientifique sur votre sommeil, je ne sais pas, et je ne sais pas si c'est effectivement important. Si c'est quelque chose qui fonctionne et si vous fait du bien ou si ça... Il n'y a pas d'effet secondaire, donc ça ne peut pas vous faire du mal. Utilisez-le sans autre. OK? Alors, pour la deuxième, je présente une surefficience mentale, donc je dépense énormément d'énergie naturellement avec mon cerveau. Et je ne sais pas si, par exemple, les étudiants ou bien les personnes qui présentent une surefficience mentale doivent plus dormir que les 7 heures générales, ou bien si ça n'impacte pas vraiment. Notre besoin du sommeil, il est dicté par des processus biologiques, okay? par ce qu'on dépense au niveau de neurotransmetteurs. Parfois, en fonction de quantité ou de qualité de travail intellectuel qu'on a durant 24 heures, ou durant la journée, pardon, on va changer un peu la structure de notre sommeil, mais pas de manière significative. Votre besoin de sommeil et mon besoin de sommeil ont une composante génétique d'un côté, ont une composante comportementale, donc comme on a appris au fur et à mesure de s'adapter à notre besoin de sommeil, notre activité quotidienne. Donc, je dirais que c'est peu influencé par cette problématique. Et ouais, alors pour la dernière, c'est plus... c'est plus général du coup, mais par exemple la relation avec les écrans bleus, je sais que j'avais entendu qu'il fallait arrêter 30 minutes à peu près avant d'aller se coucher. Ou bien pour la nourriture, je ne sais pas si, enfin j'ai déjà entendu qu'il fallait moins manger le soir, que c'est le repas qu'il fallait, il fallait essayer de diminuer. Je ne sais pas si par exemple il faudrait éviter 2 heures avant de manger, si ça a de l'impact. Et si par exemple le fait de lire, le fait de fatiguer le cerveau, ça pouvait aider. Enfin je ne sais pas. Donc, je vais commencer avec les écrans. Notre sensibilité à la lumière bleue, parce que finalement on parle de la lumière bleue, diminue avec l'âge. Donc si les enfants de 10 ans à 12 ans sont hyper sensibles à l'exposition à la lumière bleue, moi je suis bien moins sensible et à ma retraite je serai un peu moins sensible aussi, parce que nous avons moins de récepteurs dans notre rétine qui vont réagir à ça. Aujourd'hui, de dire à tout le monde, arrêtez les écrans 2 heures avant de coucher, moi je pense que c'est irréaliste. Je sais que dans l'idéal, on peut le faire. Dans la pratique quotidienne, de ce que je rencontre, c'est irréaliste. Moi je dirais, je vous conseillerais plutôt dans votre entourage ou pour vous-même, plutôt d'éloigner le plus possible la source de lumière bleue, parce que c'est aussi une question de temps et donc de la durée d'exposition et de la distance. Donc, éloignez le plus possible l'appareil qui émet la lumière bleue. Utilisez tous les filtres possibles ou impossibles. Après, pour les personnes qui souffrent d'un trouble de décalage de phase, si on arrive à les arrêter 1 heure, voire 2 heures dans l'idéal avant d'aller au lit, minimum pour 1 mois, 1 mois et demi, ça sera impeccable et ça va aider de manière importante la personne. Par rapport à la nourriture, je sais qu'il y en a des infirmières spécialisées dans l'impact ou de l'importance de comment on se nourrit par rapport au sommeil. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, ok? Mais je dirais qu'on a tous notre processus de digestion. Parfois, on digère des choses moins bien, plus bien, etc. Donc, on se connaît assez bien et on peut faire attention à ça, ok? Mais il y en a des gens qui sont spécialisés dans cette branche-là. Moi, je voulais vous demander si on pouvait s'adresser directement à votre service ou si on était obligatoirement envoyé par un médecin pour venir chez vous.
Alors pour nous, vous pouvez directement adresser à notre service. Après, tout dépend après de l'assurance, etc. Mais pour Tout à fait. nous, oui. Et puis, je voulais vous demander aussi, quand on est, je sais pas, comment on arrive de la peine à s'endormir parce qu'on est hyper. Existe-t-il des techniques de relaxation qui sont accessibles sans passer par votre service, qu'on pourrait recommander à des gens qui n'arrivent pas à s'endormir par excitation ou par le cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure au moment de dormir? Comme je dirais et comme je disais, il n'y a pas une technique de relaxation qui fonctionne pour tout le monde. Maintenant, j'oserais vous proposer deux choses. Un, si votre cerveau est trop excité, il ne veut pas dormir, n'allez pas au lit. Vous êtes un peu contre vous-même, ok? Et entre nous et notre cerveau, ça sera notre cerveau qui va gagner, toujours. Donc, essayez de diminuer l'activité de votre cerveau ailleurs. Ce que je propose relativement souvent aux patients, c'est de se mettre dans une pièce autre que votre chambre à coucher et de lire en articulant les mots. Donc, une lecture à bas niveau par rapport à ce que vous lisez quotidiennement, qui ne suscite pas votre intérêt. Parce que la lecture peut être un bon somnifère qu'on peut vous garder éveillé toute la nuit par la suite. Donc, la lecture qui n'est pas super intéressante, dans un rythme assez lent et en chuchotant. Ça dépend bien évidemment de ce que le contexte de vie nous permet, mais un minimum d'articuler les mots. Et pas plus d'une page, je dirais. Parce que ça nous oblige effectivement de se concentrer sur ce qu'on dit. Ok? C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça se passe ou ça se casse, hein, donc ce n'est pas. Mais ça ne fait pas mal. Okay? Le dictionnaire, par exemple, comme dit madame. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer à l'apéritif. Vous pourrez continuer à échanger ensuite à côté. Question un peu bizarre, mais mon médecin me posait la question, c'est pour ça que je vous... Est-ce qu'il vaut mieux dormir sur le côté gauche ou sur le côté droit? Moi, je ne sais pas dans quelle position je dors, je vais être Mon assez médecin m'a honnête. demandé de quel côté je dormais. Aucune importance.